Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le book haul de l'automne. Oui, vous avez parfaitement entendu, le book haul de l'automne. Pour faire cette vidéo, j'ai tout simplement regardé sur Livre Addict et j'ai fait une petite liste de tous les livres que j'ai reçus, achetés, eu en cadeau depuis septembre, parce que oui, ça fait depuis septembre que j'avais pas fait une petite mise à jour de ce point de vue là. Et donc j'ai coupé la poire en deux, ce qui fait, et ça tombe bien, vous allez avoir les livres de septembre, octobre, novembre et début décembre, et les livres de Noël, de janvier et de février seront eux dans un second book haul que je vais probablement pas mettre 3 mois à tourner. Comme j'en ai quand même pas mal à présenter, on va commencer tout de suite. Premier livre de ce book haul, il s'agit de Fangirl, le manga adapté du roman Fangirl de Rainbow Rowell. Et ici, ce manga, on le doit à Sam Maggs et à Gaby Nam, aux éditions Delcourt dans leur nouvelle collection Webs. Kat n'a pas besoin d'amis dans sa vie, elle peut compter sur Erin, sa sœur jumelle, avec laquelle elle forme un duo fusionnel, et surtout des milliers de fans. Car Kat est une véritable célébrité sur internet grâce à ses fanfictions de Simon Snow, dont elle est une fervente admiratrice. Mais quand elle arrive à la fac, la jeune fille est perdue. Ce nouvel environnement lui paraît bien trop hostile à apprivoiser. Pas évident de trouver sa place parmi une colocataire revêche, un professeur réfractaire aux fanfictions, un petit ami inexistant et sa sœur qui la délaisse désormais pour tisser de nouvelles amitiés. Kat devra affronter ses peurs et ses angoisses pour trouver sa voie. C'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition à travers la masse critique de Babelio, donc c'est un partenariat non rémunéré. Et je suis hyper contente puisque le roman d'origine, donc le roman de Rainbow Rowell, je l'avais eu aussi avec une masse critique Babelio, comme quoi c'est très intéressant parce que ça faisait 10 ans quasiment jour pour jour que j'ai eu le roman, que je l'avais surkiffé, que ça a été un énorme coup de cœur, une de mes romances préférées en contemporain en plus de ça. Et j'étais impatiente de pouvoir mettre mon nez dans cette adaptation parce que c'est un excellent roman de passage à l'âge adulte sur le domaine de la fanfiction et de l'écriture, sur le monde de l'université, sur les rapports entre sœurs, notamment sœurs jumelles. C'est un très chouette roman aussi sur tout ce qui traite des sujets de l'anxiété, des angoisses. Il y a une pléthore de sujets abordés avec le roman et ce qui est cool avec ce manga, c'est que l'adaptation y est fidèle, mais elle apporte des trucs en plus, des éléments qui sont complémentaires au roman. C'est un manga qui est terminé puisqu'il compte 4 tomes et actuellement seul le premier est traduit en français. En attendant, j'étais méga contente de le recevoir. En plus de ça, l'objet livre est magnifique, la jaquette est extraordinaire et les illustrations sont magnifiques. Le format est hyper agréable à lire. Bref, en conclusion, je ne peux que vous conseiller le manga si vous avez lu le roman et je ne peux que vous conseiller le manga si jamais vous avez trop peur de vous lancer dans le roman directement. Du côté de la littérature jeunesse, j'ai pu dénicher le 3e tome de la saga Jefferson de Jean-Claude Mourleva. Il s'agit de Jefferson se fâche, aux éditions Folio Junior, mais si jamais le grand format vous intéresse, il est disponible chez Gallimard Jeunesse. Ce matin-là, le pays des animaux est sous la neige. Alors qu'il aide le cochon Gilbert, son meilleur ami, à déblayer l'accès à son garage, Jefferson aperçoit une botte qui dépasse du tas de neige. Dans la botte, une chaussette de laine, dans la chaussette, un pied, au bout du pied, le chat Émile, gelé. Une nouvelle enquête démarre. Jefferson, c'est une saga absolument géniale, puisqu'on y a de l'aventure, de l'humour, de l'amitié. Il y a des thèmes très engagés, et une fois n'est pas coutume avec celui-ci, on a une très belle saga policière d'enquête bien menée, avec
un humour grinçant, mais toujours quelque chose de très léger, de très absurde et rocambolesque à la fois. Les personnages sont méga attachants et trop mignons. Et j'aime beaucoup l'équilibre absolument savoureux que l'auteur arrive à construire entre ce qui est grinçant, dérangeant, angoissant, un peu poisseux, et de l'autre côté cette espèce de légèreté, cette ode un peu à l'imaginaire, quelque chose d'un petit peu relevé, pétillant et malicieux. C'est un régal comme toujours de découvrir les aventures de Jefferson. Et moi qui ai surkiffé les deux premiers, j'avais absolument hâte de mettre la patte sur ce troisième tome. J'ai attendu sa sortie poche. Très contente d'avoir pu découvrir ce troisième opus. Très contente de retrouver les personnages principaux, d'en découvrir des nouveaux aussi. Je ne peux que vous pousser à découvrir Jefferson parce que c'est toujours des thèmes hyper engagés sur la défense des animaux, sur le tome précédent c'était les sectes, ici on a tout ce qui est lié à l'environnement, l'écologie, le greenwashing, la surdité aussi. Donc si vous êtes curieux de savoir comment ces éléments peuvent se mélanger et s'imbriquer, je vous recommande la découverte de ce tome. Pour continuer sur le thème de l'hiver et de Noël, je me suis acheté Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Ici c'est la version poche. Nous sommes aux Galeries Hartmann. La semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors qu'en 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann et aussi talentueuse que soit Agathe Morano, c'est avec lui qu'elle devra traiter. Lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Vous devez certainement vous dire, mais pourquoi une romance de Noël alors qu'elle nous dit très souvent qu'elle n'est pas très romance, ni très contemporain. Certes, vous avez raison, mais j'aime beaucoup les téléfilms de Noël, même si je suis hyper pointilleuse dans ma sélection, mais j'aime bien novembre-décembre en regarder quelques-uns, et je me suis dit que cette année j'allais tester, oser acheter au moins en poche deux livres de romances de Noël pour un petit peu voir quand on passe de l'écran au papier qu'est-ce que ça donne. Est-ce que j'y trouve mon compte ou pas du tout? Est-ce que c'est sympa ou pas? Est-ce que ça va me plaire ou non? Mais je vais juste vous dire que ça a été une immense surprise parce que finalement c'était, je crois, pas le premier Charleston que je lisais, mais le premier Charleston poche. Mais c'était surtout le premier roman de Sophie Jomain que je lisais de toute ma vie de lectrice. Et ça a été une très grosse surprise et une excellente lecture. Effectivement, on est dans des galeries, on va parler de décoration, on va parler de succession aussi, on va parler, et ça le résumé ne le dit pas forcément, mais de beaucoup de choses, on va dire personnelles aux deux personnages principaux, donc beaucoup d'histoires de famille, de secrets de famille, de choses un petit peu pas toujours très réjouissantes ou très joyeuses, des thèmes qui sont pas faciles à aborder, donc ou qui sont rarement abordés, je dois dire aussi. Donc ma foi, c'était une très bonne surprise de faire coïncider histoire familiale avec histoire de Noël et romance. Ça a donné un très bon mélange, et cette petite pointe de fantastique avec notamment ce Père Noël et son chat magique, c'était juste ce qu'il fallait pour donner une ambiance un petit peu féerique, intemporelle, hors du temps, avec une grande dose d'émotion. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en reparler un petit peu plus longuement. Et pour le coup, eh bien, je pense que je lirai d'autres romans de l'autrice à l'avenir. Le livre suivant est un sacré pavé, on va pas se le cacher, mais un beau livre, hein, parce que j'ai vraiment craqué
sur la couverture en premier lieu et je l'avais mis un peu de côté. Puis les différents avis croisés ça et là sur les réseaux sociaux, sur Livradi ou Babelio ou encore le blog Les Lectures de Marinette m'ont finalement fait sortir ce livre de ma wishlist, on va dire curiosité, à une wishlist un petit peu plus appuyée de choses qui me feraient hyper envie. Et ouais, j'ai fini par craquer et l'acheter. Il s'agit de Reine de l'Ouest d'H. Lenoir aux éditions Sarbacane. Ce livre a la particularité d'être ce qu'on appelle un livre-jeu, c'est-à-dire un livre dont vous êtes cette fois-ci non pas le héros, mais l'héroïne. Boston 1892. Vous incarnez Miss Jones, une fille de bonne famille, curieuse et large d'esprit. Le mariage, non merci. D'ailleurs, le Grand Ouest et l'indépendance et l'aventure vous attendent. Entre les faussaires charmeurs, les hors-la-loi rugueux, les madames de lupanar, les majors poivre et sel, les héritières en fleurs et autres rencontres fascinantes, vous aurez joyeusement l'occasion de vous fourrer dans le pétrin. Finirez-vous institutrice, chercheuse d'or, infirmière, trappeuse, épouse respectable ou même reine de l'Ouest. Dans tous les cas, vous resterez vous-même brillante, drôle et libre, l'inimitable Miss Jones. En lisant les petites lignes, vous savez qu'il y a toujours des petits, j'allais dire des catchphrases pour attirer notre attention. Un livre dont vous êtes l'héroïne, drôle, original, juste ce qu'il faut de spicy. Un roman absolument fabuleux, féministe et explosif, une odyssée que je recommande les yeux fermés. Et ça, si je vous les donne, ces petites lignes qui sont certes très aguichantes au demeurant, c'est parce que c'est également ce qui ressortait de ces avis que j'ai pu voir, comme je vous disais, ça et là, parce que j'ai vraiment cette sensation d'avoir affaire à un livre dont on est l'héroïne de A à Z, avec différents embranchements possibles qui donnent des choix de carrière totalement intéressants et des choses qui sont résolument féministes, sororité. Il y a quelque chose qui le rend vraiment intéressant, impactant, original, drôle, peut-être même un petit peu subversif, un petit peu ce qu'il faut de spicy, mais aussi ce qu'il faut de pétillant et de malicieux, peut-être même de sombre aussi, avec pas mal quand même de choses très intéressantes du côté plus de l'aventure ou un peu thriller, un peu policier espionnage, puisqu'on parle quand même de faussaires, d'hors-la-loi, donc je me dis que tout n'est pas non plus ultra rose. Par conséquent, j'ai vraiment hâte. Je le garde pour l'été parce que je me dis qu'il sera parfait, western, historique, c'est parfait pour la saison. Je suis impatiente parce que c'est un petit retour à l'enfance avec quelque chose d'un petit peu plus adulte et mature. J'ai hâte. Je ne sais pas si je vais apprécier le voyage, en tout cas la première fois. Je pense que c'est typiquement le genre de livre qu'on va apprécier, ça va être très drôle la première fois et qu'on va être impatiente de relire, histoire de voir si on fait les mêmes choix ou si on a une toute autre histoire in fine. Donc ouais, c'est un petit plaisir et je suis impatiente parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Pour terminer sur ce livre, je tiens quand même à dire qu'il a des avertissements en première page. L'autrice nous dit que cet ouvrage contient des métaphores parfaitement ridicules ainsi que des scènes explicites. Parfois les deux en même temps, le lecteur ou la lectrice est considéré comme averti. Donc je suppose que effectivement le fait de la simple présence du mot lupanar, et je ne... Voilà, vous chercherez ou non, ça ne me regarde pas, mais si vous êtes moins de 18 ans, n'allez même pas chercher la définition de ce que c'est. On est bien d'accord. Deux salles, deux ambiances. Allez, je retourne du côté de la littérature jeunesse et je vais vous présenter le dernier tome des Mémoires de la forêt, La saison des adieux, qui est écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, le tout aux éditions L'École des loisirs. Quelle est belle la librairie Belle Écorce avec toutes ses histoires et ses trésors. Qu'elle en a connu des générations de lecteurs, imaginez un peu, elle va fêter ses 80 ans. Autour de la famille Renard, on s'active aux préparatifs de cet anniversaire quand soudain une branche craque. C'est le premier signe d'une terrible maladie, le croque-bois. Pour en venir à bout, une seule solution, couper l'arbre. Mais ça, Ernest Renard ne peut s'y résoudre.
le vieux chêne abrite les souvenirs et les œuvres de sa mère Anouchka. S'il disparaît, c'est aussi elle qui s'en ira encore un peu plus. À moins que l'arbre des souhaits, un pommier magique dont Anouchka lui avait parlé quand il était petit, n'accomplisse un miracle. Sa quête à travers la forêt lui réservera bien des pépins et la vie à croquer. Ainsi, c'est donc le 4e et dernier tome des Mémoires de la forêt. Je ne peux que vous pousser à la découvrir parce qu'elle est vraiment exceptionnelle et pépite en matière de littérature jeunesse. Vraiment, c'est comme pour Jefferson, cet équilibre incroyable entre les choses qui sont amères, qui sont pas faciles à aborder en littérature jeunesse, des thèmes qui sont engagés, des thèmes qui sont forts, beaucoup d'émotions aussi, et de l'autre côté, une tendresse absolue de la tranche de vie, des douceurs, de quelque chose de réconfortant, de doux et d'apaisant, de drôle, de tendre, de malicieux. C'est un équilibre extrêmement fragile, très instable, que l'auteur maîtrise à merveille, et donc chaque tome qu'il a écrit jusqu'à présent respecte une saison. Après l'été, l'automne et l'hiver, c'est le tour du printemps, et je trouve ça très poétique d'avoir choisi le printemps pour terminer une saga, quand on sait que généralement le printemps est plutôt associé au renouveau ou au début. Donc je suis effectivement extrêmement partagée parce que ce livre, je sais que je vais le lire ce printemps, c'est sûr et certain. Et évidemment, partagée entre le fait que c'est triste parce que c'est le dernier tome, en même temps contente parce que je sais d'ores et déjà que ça va être incroyable à vivre comme dernier tome, et puis quelque part nostalgique à l'idée de me dire que dans quelques années, je serai ultra heureuse de rouvrir le tout premier tome et de me replonger, de retrouver ces personnages qui m'ont tellement apporté et qui sont absolument géniaux. En plus de ça, comme toujours, les illustrations ont l'air magnifiques. J'adore la palette de couleurs de cette couverture. J'adore les quelques illustrations que j'ai pu voir en feuilletant un petit peu au pif, sans trop me spoiler évidemment. Mais je les trouve vraiment très belles, toujours aussi douces, toujours aussi belles par Sanoé. Et comme toujours, ce sont de très belles éditions, donc de beaux objets à avoir dans sa bibliothèque ou à offrir. On va rester dans cette tranche d'âge, donc à partir de 9-10 ans à peu près, et on va rester dans la littérature jeunesse et dans la littérature de l'imaginaire, notamment en fantastique, puisque je vais vous parler de la Maison Chapelier, le 3e tome, Les Artisans du Désordre, de Tamsin Merchant, illustré par Paola Escobar, le tout aux éditions Gallimard Jeunesse. Artisan un jour, artisan toujours. Entre des éclats de magie qui sèment le chaos dans les rues de Londres et un chapeau royal incontrôlable, voilà Cordelia Chapelier accusée de trahison à la couronne. Avec ses amis Sam et Lulu, elle embarque à bord du navire de son père, déterminée à trouver les responsables de cette conspiration. Il faut sauver l'honneur de la maison Chapelier une bonne fois pour toutes. Tempête sur le palais, pirates sans pitié et îles secrètes, une épopée en haute mer loufoque et riche en rebondissements pour Cordelia et son équipage. 3e tome pour une saga que je trouve absolument décapante et très originale en matière de littérature jeunesse et de l'imaginaire. On a d'abord cette pointe historique puisqu'on est dans un Londres du XVIIe et du XVIIIe siècle, avec une pointe de magie puisque chaque artisan maîtrise, on va dire, une technique artisanale et la magie de surcroît, ce qui fait que vous avez les bottiers qui fabriquent des chaussures magiques et selon les ingrédients mis, ça fait des chaussures très différentes. Je vous laisse découvrir le bestiaire, les vocabulaires, les artisans à travers les pages annexes, les cartes et tutti quanti parce que c'est absolument magnifique en termes d'imaginaire. Et au-delà de cet aspect fantastique et historique, on a toujours des aventures absolument trépidantes et rocambolesques qui font plaisir à voir parce que c'est vraiment mené tambour battant. Ce sont des belles histoires très accessibles
et pour autant avec une écriture qui est fine et poussée. On a des incursions d'humour qui sont bien dosées, des répliques qui font mouche. Il y a des sujets, des thématiques qui sont abordées, qui sont très intéressantes. On a en plus de ça de très beaux messages à découvrir dans les livres. Le troisième ne fait pas exception, à la différence que ce troisième tome se passe un peu à Londres, mais surtout beaucoup en mer. Et cette aventure maritime était absolument fabuleuse. J'ai adoré tout ce qui se trame autour des artisans du désordre et des pirates. C'était passionnant à lire. Je vous en reparlerai dans un update lecture, soyez-en sûrs. Mais j'ai passé, comme toujours, un très beau moment de retour à l'enfance. C'est le genre de série que j'aurais adoré lire plus jeune parce que c'est truculent, c'est bien dosé, c'est plein d'imagination, ça fait plaisir à voir, c'est pétillant. En plus de ça, les illustrations sont très chouettes, il y en a très peu, mais ça fait presque regretter, au vu de la couverture, qu'il n'y ait pas d'adaptation, on va dire, en pleine page, avec des couleurs d'illustration, en veux-tu, en voilà, parce que ça mériterait une adaptation vraiment plus poussée en termes d'illustration et de couleurs. Le prochain livre est un premier tome d'un très beau livre, je ne vais pas vous cacher. Il s'agit de La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi aux éditions Hachette. Comme vous pouvez le constater, je trouve que la jaquette est absolument magnifique. J'aime beaucoup le jaspage avec des notes de musique. Et j'aime surtout l'idée d'avoir transformé la jaquette en carte. Parce que ça permet d'avoir la carte à portée de main. Puisque je fais partie de celles et ceux qui ne gardent pas la jaquette quand elles lisent le livre. Donc ça me permet quand même de garder la jaquette à portée de main et de ne pas la poser dans un coin en attendant de terminer la lecture. Et comme vous pouvez le constater, il est toujours aussi beau, même sans la jaquette. Maintenant qu'on a passé la partie esthétique qui fait bien baver comme il faut, bah qu'est-ce que raconte l'histoire? À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée depuis l'enfance dans l'Atrium, lieu saint, elle tisse sous forme de partitions de musique les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit par accident son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Je suivais l'autrice sur Instagram. À la base, j'étais pas vraiment partie pour me le prendre, mais la communication qu'elle faisait sur son compte Insta autour de ce récit, les différents posts, les différents avis à chaud de différents blogs ou réseaux sociaux, ça m'a un petit peu poussé, mine de rien, petit à petit, à m'intéresser plus en détail à cet univers et à ce livre, et j'ai fini par le prendre parce que j'aimais bien le côté univers façonné par la musique. Je trouvais ça original et intéressant. La carte a renforcé aussi cet avis que la mythologie est bien construite, bien développée autour de la musique, que l'autrice sait de quoi elle parle, ou qu'elle a fait d'importantes recherches aussi pour constituer son monde. Je ne sais pas ce que ça donne côté histoire. Je sais évidemment qu'on a affaire à de la fantasy et avec un soupçon de romance. Alors je ne sais pas à quel point la romance prend le pas ou non sur cette aventure. Il me semble avoir lu que l'autrice avait tout fait pour que la romance vienne en second plan par rapport à l'histoire principale. Ma foi, je ne sais pas moi ce que je vais en penser. En tout cas, je suis impatiente de ce que je vois en lisant le premier chapitre, le prologue, histoire de m'appâter un petit peu plus.
ça a l'air bien, ça a l'air intéressant, ça a l'air bien parti, bien écrit aussi. Je ne sais pas ce qu'il en sera au fil des chapitres, si ça se trouve je ne vais pas aimer le titre. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, si je vais le caser au printemps, l'été ou l'automne prochain, mais il me fait méga envie parce que je sais pas, il y avait plusieurs mots-clés, plusieurs choses qui attiraient mon attention, qui piquaient ma curiosité et je le trouve plutôt discret, autant L'Engrange-Temps, puisque c'est un autre titre des éditions Hachette. On a beaucoup parlé, beaucoup parlé, et il a fait beaucoup parler aussi. Autant celui-ci est plus discret, donc ça me tente bien. L'aventure me tente bien et ma foi j'ai hâte. Pour continuer avec tout ce qui est aventure et fantasy, je vous présente Murtagh de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Il s'agit donc là du 5e tome de la saga Eragon. Eragon, c'est un roman que j'ai lu quand j'étais ado au lycée, il y a 20 ans maintenant puisque je l'ai lu quasiment à sa sortie. Et j'ai lu les tomes les uns après les autres et j'ai terminé l'héritage avec le 4e tome quand j'étais à la fac, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et malgré la petite chanson qui me disait tiens, ce serait pas mal de les relire, ce serait intéressant, ça pourrait être sympa, je n'ai jamais cédé à cette envie de relire Eragon et je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. J'avais lu le petit recueil d'histoires, d'historiettes, de contes que l'auteur avait fait et je les avais trouvés vraiment intéressants. Et pareil, l'envie de relire Eragon était présente, mais je n'y cédais jamais. Je vais être honnête avec vous, je ne sais pas quand je lirai ce livre, parce que tout simplement, il va falloir que je relise les 4 autres. Il n'y a pas de résumé, vraiment pas de résumé au début de celui-ci, donc ça veut dire que je n'ai pas d'autre solution, d'autre choix que de relire les 4 tomes précédents, histoire de voir si je suis toujours en phase avec Eragon, parce que si ça se trouve, je n'aime plus ou je n'aime pas du tout. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis il y a 20 ans, donc voilà, il va falloir déjà que je me refasse un petit peu avec cet univers, même si le petit recueil d'histoire ne m'a pas rebuté. Et je ne sais pas quand j'orchestrerai cette relecture d'Eragon, j'en ai très envie. Il y a plein d'autres séries que j'ai très envie de relire, Le Seigneur des Anneaux, Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Percy Jackson aussi, pour ne citer que. Donc je ne sais pas comment m'y prendre dans cet océan de relecture. Est-ce que j'en fais un par saison, ce qui mènerait la lecture de Murtagh à très loin. Est-ce que je fais saga par saga et un par saison? Voilà. Ainsi, pour savoir quand est-ce que je lirai Murtagh, il faut déjà que je fasse une réunion avec moi-même et qu'on tranche définitivement sur comment on s'y prend. On va rester avec les sagas qui ont formé entre guillemets mon imaginaire en tant que cadeau jeune adulte et il s'agit là de l'intégrale de Narnia par Clive Staple Lewis aux éditions Gallimard. Je ne vais pas faire un résumé parce que faire un résumé serait faire un résumé des 7 tomes que constitue cette intégrale. Ma foi, je ne peux que vous dire qu'on a affaire à un monde de fantasy où l'entité un peu suprême est un lion et où des terriens peuvent circuler à Narnia à partir du moment où ils trouvent le moyen d'y entrer. Passé leur arrivée à Narnia, il leur arrive toujours plusieurs bricoles et on est dans un monde de fantasy, donc forcément on a tout un bestiaire, toute une carte, tout un tas de péripéties liées avec tout ce qui est fantasy médiévale évidemment, puisqu'on est quand même dans les années 50, 60 me semble-t-il de mémoire, et qu'on est clairement avec Clive Staple Lewis qui est tout de même le meilleur ami de Tolkien. Par conséquent, on retrouve pas mal de similitudes entre les œuvres des deux hommes, la très grande présence de mythologie, de fantaisie médiévale, mais également de religion, les deux étant chrétiens. Donc forcément, je sais que Narnia voilà, est une œuvre assez clivante désormais aujourd'hui quand on la regarde avec l'œil de quelqu'un du 21e siècle, forcément.
Mais moi, en ce qui me concerne, c'est un univers qui m'a toujours fascinée, que je trouve enchanteur et féerique. Peut-être effectivement daté, certes, mais c'est toujours un régal de me plonger dedans. Et je vous avoue que cette intégrale me fait ultra envie, fait partie de ce que j'aimerais relire et lire. Parce que oui, si vous avez regardé mon bilan lecture de la semaine précédente, vous devez d'ores et déjà savoir la petite anecdote croustillante sur les chroniques de Narnia. Si c'est pas le cas, je vous la redonne. En gros, j'avais emprunté cette intégrale à une amie quand j'étais à la fac, donc ça date, et je n'avais lu que les tomes 2 à 6. Je n'ai pas lu Le Neveu du Magicien qui est le premier, et je n'ai pas lu La Dernière Bataille, qui est le dernier. Voilà. Donc, j'ai fait exprès, hein, sachez-le. J'ai fait exprès dans le sens où je n'avais pas envie de quitter cette saga. Donc je m'étais dit, le jour où j'aurai l'intégrale, je pourrais y aller clairement de la première à la dernière page. Le truc c'est que je l'avais, mais qu'elle a été bouffée par des champignons. Il a fallu que je la retrouve. On change clairement d'ambiance, de décor, d'univers avec un roman contemporain, une romance de Noël. Il s'agit là de Christmas Therapy de Caro M. Lynn aux éditions HarperCollins Poche. Collectionner les calendriers de l'Avent, se lever à l'aube pour être aux premières loges de la parade, ne jamais sortir sans son serre-tête à bois de Rennes, rien de plus normal pour Maureen qui, chaque année, n'est que joie et excitation à l'approche de Noël. Seulement cette fois, elle risque de perdre son job de coach de vie si elle ne suit pas cette fichue thérapie censée la guérir de son obsession. Comme si elle souffrait d'une grave maladie. Si quelqu'un doit se faire soigner, c'est plutôt Logan. Cet homme cynique et désagréable suit le même programme, mais pour se réconcilier lui avec la période des fêtes qu'il a en horreur. Maureen veut bien prendre sur elle, mais de là à travailler en équipe avec ce mec grognon, on peut dire qu'elle n'a pas été gâtée. À moins que Noël lui réserve encore son lot de surprises. Ainsi, ce qui m'intriguait dans ce résumé, c'était le côté où le personnage principal, l'héroïne, était à fond dans Noël et qu'elle se retrouvait par un événement qui nous est expliqué en début de récit à devoir suivre une thérapie pour, on va dire, calmer, apaiser cette obsession qu'elle a de Noël. Parce qu'on est quand même sur une personne qui a 6 à 7 calendriers de l'Avent. Donc on a les potards qui sont vraiment à fond les ballons. Et de l'autre côté, on a l'antithèse de Maureen, puisqu'on a Logan qui lui déteste foncièrement Noël. Une fois de plus, c'est expliqué en début de récit. Mais je trouvais la trope Grumpy Sunshine, c'est vraiment une trope qui m'intéresse énormément, que j'aime beaucoup. Parce que oui, on a d'un côté Maureen qui est hyper attachante, qui est très joviale, qui est très pétillante, qui est vraiment à fond dans Noël. De l'autre côté, quelqu'un qui est beaucoup plus gronchon, beaucoup plus grincheux, pas toujours très aimable, voire même très sarcastique. Et je trouvais l'idée de les rejoindre à travers une thérapie sur la thématique de Noël, je trouvais le concept, le pitch absolument génial. J'en parlerai plus longuement dans un update lecture parce que forcément je l'ai lu pour le Cold Winter Challenge. J'en ressors un peu mitigée pour différentes raisons que j'aborderai pas là, mais je trouve toujours le pitch, le concept très intéressant. Je ne sais pas si je lirai d'autres romans de l'autrice. En tout cas, je sais que d'autres romans de cette collection, HarperCollins Poche notamment, ceux qui ont cette petite couverture qui brille, j'en ai vu d'autres aussi. Donc je sais peut-être que pour l'année prochaine, en tout cas fin d'année, du coup, il y a fort à parier pour que je craque à nouveau sur 2 ou 3 poches en termes de romance, histoire voilà, de continuer un petit peu ma découverte sur le sujet. On change à nouveau complètement de style, d'ambiance, puisque là, je vais vous présenter un album jeunesse. Bonne chance Bob versus Bonne chance Bob. Et donc, on a un livre-jeu à lire dans 2 sens. Et cet album jeunesse est édité aux éditions Sans Dessus Dessous.
Petite précision, cet album m'a été envoyé par les éditions Sans Dessus Dessous à travers une masse critique Babelio. Évidemment, je le répète, mais il s'agit donc là d'un partenariat non rémunéré. De ce côté du livre, découvre les aventures de Bob de la Chance. Bob de la Chance voit toujours la vie du bon côté. Ses aventures ne sont que joie, bonheur et heureux hasard. Prends le livre de l'autre côté et découvre celle de Bob Pas de Chance. Bob Pas de Chance voit toujours la vie du mauvais côté. Ses aventures ne sont que ratés, périls et coups du sort. Sauras-tu repérer tout ce qui se mêle et s'entremêle dans les deux histoires? Un livre-jeu avec une histoire de chaque côté pour des heures de lecture plaisir. Si vous lisez le côté Bob chanceux et le côté Bob pas chanceux, vous allez retrouver, en compilant les deux timelines, entre guillemets, vous allez avoir une grande histoire où des événements qui vont se passer chez Bob qui a de la chance vont avoir des conséquences, un impact sur celle où Bob pas chanceux, et inversement, des actes, des choses que Bob pas chanceux a fait va impacter la vie de Bob chanceux. Bref, vous l'aurez compris, il y a des choses qui s'imbriquent, qui s'entremêlent, qui se précèdent, qui se succèdent, qui sont les causes ou les conséquences, et c'est très très intéressant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue quand on est avec un enfant pour pouvoir jouer avec ce livre et voilà, lui faire comprendre à travers les détails, parce que c'est un livre qui a énormément de petits détails, de petits clins d'œil, d'éléments qui font qu'il faut être attentif aux détails. Je vous prends par exemple là, cette double page, et on voit, si là on a Bob chanceux, qui est chanceux parce qu'il est au chaud, au sec, ce n'est pas le cas de Bob qui n'a pas de chance, puisque lui il se retrouve dehors sous la pluie. Et vous allez voir, des petits clins d'œil comme ça, il y en a partout, partout, absolument partout. Et c'est donc ce que j'ai le plus aimé dans cet album jeunesse. La narration fait son texte, mais les illustrations ont elles aussi leur propre narration. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je vais donc rester avec les partenariats non rémunérés, Babelio, vous devez connaître désormais. Mais j'ai ici le dernier livre de Delphine Perret, le gros livre aux éditions Les Fourmis Rouges. As-tu envie de rencontrer Super Content, le super héros, Mi le poussin maladroit ou Gilbert et Jean-Cyve? Bonne nouvelle, ils sont tous dans ce gros livre que tu vas bientôt lire si tout se passe bien. Delphine Perret, ça a été un gros coup de cœur et une excellente découverte l'année passée, où j'ai lu une super histoire de cow-boy, Björn, Vézé volé Toupélec. Et donc forcément, quand j'ai vu dans la masse critique Babelio qu'on pouvait sélectionner ce récit-là, j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai coché le titre, c'était pas sûr que je l'ai, mais quelle joie de pouvoir découvrir ce livre qui est à l'image de tout ce que Delphine Perret fait. Le côté texte qui côtoie l'illustration, il y a énormément de jeux de mots, de jeux avec la graphie, avec la typographie, de jeux avec les couleurs. Il y a énormément de travail fait pour que l'un et l'autre s'entremêlent ou au contraire s'opposent dans une ambiance très malicieuse, très drôle, beaucoup d'absurde, beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse aussi. C'est une véritable ode à l'enfance et à l'imaginaire. C'est truculent du début à la fin et c'est surtout à chaque double page une totale surprise. Vous ne pouvez pas prévoir à l'avance ce qui va se passer dans un livre de Delphine Perret. C'est tout bonnement impossible parce que chaque double page est une aventure en elle-même et c'est un régal vraiment de s'amuser, de retourner un petit peu en enfance, de s'émerveiller et de rire avec ou aux dépens des personnages, mais de voilà, cette plume, cette façon de voir les choses, de les penser, de les retranscrire pour un jeune public, puisque c'est quand même un album jeunesse. Et cette idée d'avoir construit un recueil avec 17 petites histoires, bah ça donne trop envie d'avoir un second volume. Donc j'espère sincèrement qu'il y aura
gros livre numéro 2 parce que ça mérite clairement le détour. Je termine la parenthèse avec Les enquêtes de Renoir et Monet de Léonie Vilbert, Nature morte, et aux éditions J'ai lu. 1862, le propriétaire désargenté d'un château sartois invite quelques amis et personnes d'importance à passer les fêtes de Noël dans sa grande propriété. Pour divertir ses convives et leur offrir un cadeau à bas prix, il demande à l'un de ses amis professeurs à l'école des beaux-arts de Paris de lui envoyer des étudiants pour tirer le portrait de ses hôtes. L'homme lui déniche 2 jeunes peintres volontaires et sans le sou, un certain Claude Monet et son copain Pierre-Auguste Renoir. Mais à la veille de Noël, un meurtre est commis. Les 2 amis qui ont observé les convives de près et ont assisté à leur conversation se mettent alors en tête de démasquer l'assassin. Non pas qu'ils aient une âme de détective, mais au milieu de cette faune bourgeoise solidaire, ils sont les moutons noirs et on ne tarde pas à les soupçonner. Renoir et Monet n'ont pas le choix. En attendant l'arrivée de la police et du procureur qu'on est parti quérir malgré la tempête de neige qui fait rage, ils vont devoir résoudre l'affaire pour se disculper. Nous sommes donc sur un cosy mystery avec une ambiance très hivernale, très Noël, mais Noël glaçant à souhait. Forcément, Cozy Mystery oblige, on n'a pas non plus de description à rallonge, de choses très psychologiquement torturées ou encore de très poussées sur les détails en matière de macabre, de gore et d'horreur. Donc en ça, je suis plutôt contente parce que le Cozy Mystery me convient davantage, je trouve. Et quelle bonne surprise d'utiliser la peinture, les beaux-arts, l'artistique, les 2 peintres comme enquêteurs, parce que je trouve que ça a apporté quelque chose de très intéressant dans la manière d'aborder les personnages, qui sont par ailleurs vachement bien fichus. Je ne sais pas si on est sur un premier tome ou si c'est un one-shot total. En tout cas, si suite il y a, je serai de la partie parce que j'ai vraiment passé un bon moment avec. Et pour terminer ce book haul en beauté, on va parler d'une lecture graphique, une bande dessinée, Les carnets de cerises de Joris Chamblin et d'Aurélie Néré. Il s'agit là du tome 6, La parenthèse d'oubli, et la bande dessinée est éditée aux éditions Oxymore. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, bah moi, Cerise, j'ai un rêve, c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Les carnets de cerises, c'est une excellente, vraiment excellente série de bandes dessinées jeunesse. On a énormément d'émotions à travers les tomes, de secrets de famille, d'histoires de famille, de secrets à percer. On a aussi énormément d'histoires qui sont autour de l'artistique, de l'écriture, de l'illustration, de l'imaginaire également, du rêve, de l'enfance, et c'est un régal. J'avoue que les 5 premiers tomes qui forment le premier cycle sont un régal sur toute la ligne. Je n'ai jamais été déçue de ces 5 tomes, et donc c'était une totale surprise de voir ce tome popper comme ça, quasiment du jour au lendemain, puisque ça faisait même pas une semaine que j'avais entendu parler de son existence, une semaine ou 2 peut-être même, que le tome est sorti début décembre, et donc forcément j'ai pas pu résister. C'est Les carnets de cerises, c'est une de mes sagas bande dessinée préférées. Je n'allais pas pouvoir passer à côté, donc je me suis précipitée pour le prendre. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Je pense, au vu de cette couverture où on a pas mal de faune et flore assez tropicale, je pense que je vais me le garder pour juillet-août par là. Mais j'ai vraiment hâte, je suis vraiment que joie et excitation à l'idée de pouvoir ouvrir cette bande dessinée, retourner dans cet univers, et je crois que je vais même m'autoriser à relire les 5 premiers avant de m'attaquer à celui-ci. Tellement ça va être génial de pouvoir me remettre au carnet de cerises.
Ainsi, dans ce book haul, vous avez eu 14 livres. Sur ces 14 livres, vous avez dû vous en rendre compte, mais il y en a beaucoup que j'ai lus. En effet, sur les 14 livres que je vous ai présentés, il n'y en a que 6 qui me restent à lire. Ainsi, je trouve que j'ai un bon ratio entre lu pas lu. Perso, je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo book haul. J'espère que vous avez fait de belles découvertes avec ces 14 livres. Si vous ne les avez pas lus ou si vous les avez lus, sachez que votre avis m'intéresse. Peut-être qu'ils sont dans votre pile à lire, peut-être dans votre wishlist. Peut-être que vous les avez lus, aimés ou pas aimés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire, histoire de me faire un petit peu vos retours. Bien sûr, les livres cités seront répertoriés sous la vidéo dans la description si jamais vous avez besoin d'avoir des informations complémentaires dessus. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles lectures. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!